Bonjour à tous. Moi, donc, je suis Vincent Lecamus, cofondateur d'Immobilier 2.0. Je voulais juste faire une rapide introduction pour vous présenter la table ronde. En fait, chez Immobilier 2.0, si on a décidé de monter cette table ronde en partenariat avec le Rent, c'est parce qu'on trouve qu'elle est essentielle aujourd'hui, en 2019, de se poser cette question-là. Quel sera le métier d'agent immobilier demain? Quel sera le modèle qui va se démarquer? Et on voulait attaquer cette question-là sur le prisme du négociateur immobilier. Comment travaillera le négociateur immobilier demain et surtout, qui arrivera à attirer les meilleurs négociateurs immobiliers? Parce qu'on sait que dans l'immobilier, pour fonctionner, le recrutement est clé. Alors on est parti de ça et on s'est dit, OK, on va essayer d'identifier les modèles desquels il est intéressant de parler et surtout les représentants des modèles pour les faire parler entre eux. On a identifié 4 modèles qui sont prépondérants à nos yeux et je vais vous faire un rapide tour de chacun des modèles. Le premier modèle, c'est celui de l'agence immobilière dite traditionnelle. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, vous savez ce que c'est. Mais je voulais quand même faire un rapide rappel sur l'agence immobilière dite traditionnelle. C'est aujourd'hui encore et toujours le modèle numéro 1 en France. Même s'il y a des gens qui ont tendance à l'enterrer un peu vite, ça reste le modèle numéro 1 en France. À tel point que dernièrement, sur les 3 dernières années, si mes souvenirs sont bons, le groupe Arche, qui est la holding de Citia, a racheté le réseau d'agences immobilières La Forêt, puis le réseau d'agences immobilières Guy Hockey. C'est pour cette raison que j'ai proposé à Stéphane Glucksmann, eh bien Glucksmann, il manque un S sur la présentation, de venir et je lui ai proposé de participer. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et voilà. Deuxième modèle. Le modèle des mandataires immobiliers. Vous en avez tous entendu parler aussi. C'est des gens qui travaillent, on va dire, sans bureau, même si les choses sont un petit peu en train de changer. C'est un nouveau modèle qui est arrivé sur le marché il y a maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ça s'est développé très très fort depuis 2012-2013. Et même si le modèle a beaucoup été décrié, même s'il y a encore des gens qui continuent à décrier ce modèle, force est de constater que c'est un modèle qui fonctionne et surtout qui prend de plus en plus de parts de marché. Et surtout, dernier point, c'est un modèle qui ne cesse d'innover. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai proposé à Olivier Colcombé. Olivier Colcombé est donc le président de Digitereux. Je peux me tromper. Président, c'est ça? Président de Digitereux. Digitereux, pour ceux qui ne connaissent pas Digitereux, c'est l'entreprise qui accompagne Capifrance, Optimum et Refleximo, donc des gros réseaux de mandataires, sur leur stratégie et sur leur développement digital. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté cette invitation. Le troisième modèle, c'est le modèle des market centers. Vous en avez sûrement beaucoup entendu parler aussi, parce que ça fait beaucoup de bruit ces temps-ci. Le modèle du market center, c'est un modèle hybride entre justement l'agence immobilière traditionnelle et le modèle de mandataire. Sans rentrer dans les détails, parce que je pense qu'on va en parler un petit peu tout au long de la table ronde, ça fait 10 ans que c'est sur le marché. Les premiers à être arrivés avec ce modèle-là, c'était Chemex. Mais on en parle beaucoup de ce modèle de market center parce que la franchise Keller Williams s'est implantée en France il y a 3 ans maintenant et se développe à vitesse grand V. Petit rappel sur Keller Williams, c'est la marque qui emploie le plus d'agents immobiliers dans le monde. Je crois que c'est 172 000 personnes sur les chiffres que j'ai vus dernièrement. Et surtout, ils ont décidé d'investir 1 milliard dans le développement de la technologie des agents immobiliers de demain, aux États-Unis, mais pour l'ensemble de la franchise. Donc c'est une franchise avec laquelle il faut compter, un modèle avec lequel il faut compter. Et je suis très heureux que Christian Fabre, donc tu es directeur général de Keller Williams France et Monaco. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et enfin, le dernier modèle, c'est celui des agences immobilières online. Celui-là aussi, on en parle beaucoup. Certains le connaissent sous le nom d'agence immobilière low cost. Mais la réalité, c'est que c'est plus des agences immobilières online. Bien sûr qu'ils attaquent sur les honoraires, mais ça reste le sujet là. Ceux qui lisent Immobilier 2.0 connaissent sûrement Purple Bricks, qui est un peu la figure de proue de ce modèle-là. Ils ont levé 300 millions d'euros, plus de 300 millions d'euros. Et ils sont lancés en 2014, si mes souvenirs sont bons. Et en 5 ans, ils ont pris plus de 4% du marché anglais. Ils sont aussi exportés en Australie et aux États-Unis, ça a moins bien marché. Ils sont toujours au Canada, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça fonctionne aussi en France et il y a de plus en plus d'acteurs d'agences immobilières online en France. Vous connaissez sûrement soit Liberty, soit Haussmann, soit Wellmo, mais sûrement la plupart d'entre vous connaissent aussi Proprio.
Proprio, ils ont levé 20 millions d'euros cette année avec l'ambition d'attaquer plusieurs villes françaises et de développer le modèle des agences immobilières online partout en France. Simon, tu es le président fondateur, cofondateur, puisque tu as un associé de Proprio. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Maintenant qu'on a présenté tout le monde, je reviens juste sur un point. L'objectif, c'est vraiment de se parler et de se dire, OK, qu'est-ce qui est bien et qui fonctionne et qu'est-ce qui va fonctionner demain dans le modèle immobilier. Ça, sous le prisme le plus important qui est celui du recrutement et de qui arrivera à attirer les meilleurs négociateurs de demain. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les modèles qui fonctionneront demain, c'est ceux qui proposeront la meilleure expérience client. Ça, c'est quelque chose qu'on rabâche très souvent chez Immobilier 2.0. Mais c'est aussi et surtout ceux qui arriveront à recruter les meilleurs négociateurs de terrain. Parce que l'immobilier reste un métier d'humain fait par des êtres humains. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Je voulais vous remercier une dernière fois tous les quatre d'avoir accepté l'invitation. Je voulais remercier le Rent de nous avoir permis de faire cette table ronde. Et maintenant, je vous laisse en de très bonnes mains. Erwan, c'est toi qui as préparé la table ronde. Et ben, je vais te laisser continuer. Et moi, je vais aller m'asseoir juste là pour suivre cette table ronde qui me paraît des plus intéressantes. Merci à vous. Bien, merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Messieurs, nous allons commencer. Je vais vous faire d'abord un petit aveu, parce que faute avouée, à moitié pardonnée, je ne suis absolument pas du tout du milieu de l'immobilier. Et je vais vous dire que mes connaissances là-dessus se limitent au bail que je signe à peu près à chaque fois que je rentre dans un nouvel appartement. Mais quand j'ai préparé cette table ronde, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les problématiques qui touchent votre métier, notamment la concurrence du digital et l'outil digital, comment est-ce qu'il bouscule et disrupte un petit peu votre métier, c'est un petit peu les mêmes problématiques qu'on a un peu partout. Et ce qui est très intéressant, et j'espère que vous allez le voir dans cette table ronde-là, c'est que parmi les 4 modèles qu'on va vous présenter, il y en a forcément un qui sera majoritaire demain, il y en a un qui va s'imposer par rapport aux autres. Mais ce qui est intéressant de voir déjà, c'est qu'on a des entreprises qui ont réussi en tout cas à isoler et à définir 4 nouveaux types de modèles. Parmi ceux-là, Christian, j'aimerais qu'on parle un petit peu du coup des market centers de Keller Williams. Alors vous les avez développés, vous m'avez dit quand on a préparé ça que ce n'était pas du tout des agences immobilières, mais vraiment des entreprises tournées vers la formation, tournées vers le multiservice, où on fait, j'ai envie de dire, ceci n'est pas une agence, comme pourrait dire Magritte. Est-ce que pour vous, du coup, c'est ces centres-là qui font à peu près tout, sauf quelque part de l'immobilier, mais qui font tout ce qu'il y a autour. Est-ce que c'est ça vraiment pour vous l'avenir de l'agence de demain? Alors, bonjour à tous. Merci Erwan de me poser la question sous cette forme, parce que vous avez abordé de nombreux sujets. Si je peux me permettre de revenir en quelques instants. Vous avez parlé de la formation, par exemple. Et c'est vrai que très régulièrement, quand on prend Keller Williams, on prend Keller Williams comme une société de formation. C'est vrai que la bibliothèque de formation Keller Williams est très large. La société a même été nominée à de très nombreuses reprises première société au monde pour la qualité de ses formations. Donc on peut présenter Keller Williams comme une société de formation. Vous avez parlé également de technologie. Et il est vrai également qu'avec l'investissement très lourd qui a été annoncé par M. Gary Keller, le créateur, le fondateur de Keller Williams, d'1 milliard de dollars il y a maintenant 3 ans, quelquefois on présente Keller Williams comme une société de technologie. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, j'aime bien aussi qu'on parle de Keller Williams comme une société immobilière qui regroupe aujourd'hui 195 000 agents, c'est un peu plus ce qu'il a dit, présents dans 41 pays et arrivé en France maintenant il y a un peu moins de 3 ans. Nous avons démarré en janvier 2017 et nous sommes aujourd'hui à 50 market centers ouverts ou en cours d'ouverture, bien répartis sur l'ensemble du territoire. Alors, on a parlé des locaux lorsqu'on a parlé au téléphone. Effectivement, quelquefois, on parle également de Keller Williams, des grands bureaux de 400 à 1000 mètres carrés, voire même un petit peu plus. Mais tout ça, ce ne sont que des outils propres à une entreprise. Pour travailler et pour faire travailler les agents, c'est comme ça qu'on nomme nos négociateurs, il faut leur donner de bons outils. Donc, les locaux font partie de ces outils, mais la technologie en fait partie également. La formation, bien entendu, est très importante, aussi bien pour les débutants que pour les expérimentés qui sont toujours en quête d'évolution, mais également des programmes de coaching et beaucoup d'autres choses. Donc, vous l'avez compris, un market center, c'est entre 60, 80, 100, certainement jusqu'à 200 agents dans le futur en France. Aux États-Unis, le modèle est allé jusqu'à 1000 agents dans certains market centers. Il y en a plus de 1000 aujourd'hui dans le monde. C'est un groupement d'entrepreneurs. Ce que nous voulons, et c'est pour ça que je serai certainement plus ou moins d'accord avec tous mes confrères, ce que nous voulons, c'est que chez Keller Williams, l'agent
trouve son bonheur pour développer son entreprise à la hauteur qu'il le désire. Donc si, par exemple, il désire travailler de façon indépendante, eh bien, on lui permettra de le faire. S'il veut travailler de façon plus dépendante, on lui permettra également de le faire au sein d'une méga team. C'est comme ça qu'on appelle les équipes au sein du modèle Keller-Williams. Pour ça qu'on nomme le modèle Keller-Williams, souvent le baptise de modèle interdépendant. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il est entre les deux modèles le plus souvent répandus, d'indépendant ou de dépendant. Et moi, j'aurais tendance souvent de le dire de façon beaucoup plus simple. C'est un modèle très large et très profond. Je termine très rapidement. Très large que justement, on a différentes possibilités de travail au sein d'un market center. Le tout, c'est qu'ils vous conviennent. Et très profond parce qu'on offre vraiment à nos agents une carrière. Ils peuvent démarrer collaborateurs, agents débutants. Ils peuvent devenir expérimentés. Ils peuvent créer une méga team et devenir l'équivalent d'un directeur d'agence au sein du market center. Mais ils peuvent également accéder à des postes d'encadrement. Et puis, pourquoi pas, devenir actionnaire, voire même propriétaire d'un market center. On a déjà vécu ça en moins de 3 ans en France, où des agents sont devenus aujourd'hui propriétaires de market center. Voilà, donc on leur offre une carrière, et tout ça couvert par une culture de partage, de respect, où on dit souvent chez Keller-Williams, aucune transaction ne mérite votre réputation. On fait un beau métier, on essaie de le respecter. J'espère ne pas avoir été trop long. C'était parfait. Merci Christian. Stéphane, je me tourne maintenant vers vous. Quand on a préparé cet entretien, quelque chose m'avait frappé, c'est que vous avez une vision presque romantique de l'agent immobilier. Certains pourront dire de l'agent immobilier à la papa, un peu ancien monde. Vous, en tout cas, vous m'avez dit, sur la proximité et la relation avec les clients. Pour vous, rien ne pourra remplacer l'agence ne disparaîtra jamais, et rien ne pourra remplacer l'agent immobilier. Ce qui est un petit peu osé presque comme affirmation quand on voit l'impact du numérique sur les métiers. Qu'est-ce qui motive cette volonté, qu'est-ce qui motive cette idée selon vous? Alors, je vais déjà rebondir, si je puis dire, sur le côté papa, même pour un grand-père. Traditionnel, ça ne veut pas dire vieux. Nos entreprises, qui sont aussi vos entreprises, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes des exploitants individuels, qui exploitez donc à la papa votre fonds de commerce, nos entreprises elles sont basées sur de l'humain. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, c'est juste mettre en relation des humains avec d'autres humains pour les installer dans leur vie, dans leur cadre de vie. D'accord? Donc tout ça, ça reste effectivement très romantique, très humain. Mais nous croyons que nous devons être présents localement. Nous croyons qu'on doit être acteur dans son secteur, dans son quartier, que l'on maîtrise, que l'on connaît, ce qui n'est pas antinomique avec ce que vient de dire Christian d'ailleurs. C'est même plutôt complémentaire. Je vais oser une comparaison que j'ai faite au téléphone. Vous m'excuserez, mais on a essayé beaucoup de choses, d'accord? Il y en a qui ont essayé dans l'œil, il y en a qui ont essayé dans le nez, mais ce qu'on sait, c'est que pour faire des enfants, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Et je crois que faire de la vente, faire de l'immobilier, c'est avant tout être présent, être aux côtés de nos clients. Alors, petit regard sur l'entreprise, nous sommes également administrateurs de biens, donc on ne se contente pas d'installer un client dans son appartement, dans sa maison, dans son choix de vie. On va derrière le retrouver, on va le retrouver tout au long. On l'a trouvé comme locataire, on va le retrouver comme accédant, on va le retrouver comme copropriétaire, et puis l'âge venant, les moyens venant, eh bien, il va commencer à faire un petit investissement immobilier. On va le retrouver donc comme propriétaire, et on s'inscrit dans un cycle de vie. Donc, nous, effectivement, nos collaborateurs sont tous salariés, mais comme le soulignait tout à l'heure Vincent, Arche est également propriétaire de 2 structures de franchise, où là se mélangent différents modèles de salariés, de VRP, d'agents co, enfin il y a tout se mélange, mais on partage tous la même chose, c'est le maillage. Citia, c'est 200 agences en France, c'est 700 chez La Forêt et 500 chez Guy Hockey, donc c'est avant tout un maillage, d'accord, une présence locale. Très bien.
Merci Stéphane. Olivier, on va passer à vous. Donc Vincent a présenté, vous étiez l'ancien nouveau acteur qui disrupte le marché il y a de ça 15 ans. Vous, quand vous m'avez dit, nous, on met le paquet sur l'agence pour en faire un lieu qui soit cosy, qui soit accessible, qui soit très joli, où il n'y a pas forcément de pancarte immobilière. Pareil, un petit peu comme Christian avant, il ne faut pas que ça ressemble à une agence immobilière. Donc vous, dans ce qu'on appelle les Capi France Ateliers, donc ces différentes boutiques, vous misez tout sur l'interprofessionnalité et la pluridisciplinarité. Est-ce que pour vous, du coup, demain, l'agent immobilier, est-ce que ce sera plus qu'un agent immobilier, ce sera un agent pluridisciplinaire qui se doit de maîtriser en fait toute la chaîne de valeur de A à Z? Bonjour à tous. Bon, le premier point, effectivement, qu'on s'est entretenu, vous avez fait un zoom sur Capi France l'atelier, parce que dans le groupe Digiterra, on a majoritairement des réseaux de conseillers en immobilier indépendants, 4000, et ils sont multiservices ou à plus d'un titre, mais le service numéro 1 que l'on pense que le client final attend, parce que finalement c'est celui qui nous intéresse, c'est de satisfaire et d'être capable d'amener un niveau de service qui, bien évidemment, premièrement, justifie de faire appel à un professionnel et deuxièmement, de le rémunérer. Donc, on s'est développé, et effectivement, Capi France est le premier réseau historique de conseillers en immobilier indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'origine, ils ont commencé grâce au web, et ça, c'est un point majeur, parce qu'on parle ici technologie, et si les réseaux ont pu se développer en home office, c'est bien parce que la vitrine est devenue l'écran du consommateur et non plus une vitrine uniquement physique. Je ne les mets pas en opposition, et c'est pour ça que nous avons parlé de l'atelier de Capi France ensemble, parce que dans le groupe, on pense qu'on est plutôt pour l'alliance des forces, et donc on a des conseillers qui décident de travailler en home office, et le web est leur outil, et ce n'en reste qu'un outil, au même titre que la techno. On a un modèle comme les ateliers Capi France que nous avons lancés en centre-ville, où on part du principe du travail en équipe, et on a des centres de coworking ouverts à toute la profession, où là, on travaille en réseau. Donc vous voyez, le multiservice pour nos conseillers, c'est vraiment de considérer qu'il n'y a pas de mauvaise et bonne entrée dans le sujet, il y a un bon client qu'on doit servir et satisfaire. Et sur ce service, parce que la deuxième partie du multiservice, c'est bien évidemment le client final, notre vision, c'est qu'on apporte et on accompagne un client. Et je fais référence, moi j'ai vécu en Angleterre ou en Suisse, c'est des lieux où le conseiller en immobilier indépendant est un conseiller avant tout. C'est-à-dire qu'il va accompagner le propriétaire, locataire, vendeur, acquéreur dans toutes ses tâches, dans toutes ses fonctions immobilières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire je veux vendre un bien, je prends un conseiller. La rémunération du conseiller, d'ailleurs, est inférieure à celle que l'on peut offrir en France. C'est environ 1,5%, parce que ce conseiller va accompagner le propriétaire ou l'acquéreur dans toutes ses tâches liées à son bien immobilier. Donc, en France, souvent on dit il y a la transaction, il y a le neuf, l'investissement, il y a la location, la gestion, le syndic. Alors ça, bien évidemment, c'est couvert dans les pays anglo-saxons. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la verticalité. Quand je déménage, j'ai besoin d'un déménageur, j'ai besoin de me connecter à Engie ou aux fournisseurs de téléphone, d'électricité, que sais-je. Quand je veux faire repeindre ma maison, quand j'ai besoin d'un jardinier, un pisciniste, que sais-je. Dans les pays anglo-saxons, le pivot, celui qui est le point central et qui permet finalement au client final d'être accompagné par les meilleurs professionnels, c'est le référent, c'est le conseiller en immobilier. Et je crois que c'est ça surtout l'avenir. C'est au final, je suis prêt à payer et à m'offrir un service parce qu'il y a une contrepartie, et cette contrepartie, c'est d'alléger. Et donc dans le groupe, on a effectivement, Vincent l'a souligné tout à l'heure, on essaye d'innover le plus possible. Et récemment, on a lancé Dili. Dili, c'est la proposition e-buyer américaine. C'est en 30 jours, j'ai vendu mon bien et en tant que propriétaire, je le casse sur mon compte. Et là, on est à nouveau dans la prestation de service. C'est très disruptif par rapport à des encaissements en France qui font 5 à 7 mois pour toucher mon cash. Là, c'est un professionnel, donc j'ai qu'une visite, j'ai un prix, je sais combien je vais toucher, à quelle date, il n'y a pas de conditions suspensives, tout ça saute. Et c'est le professionnel qui se consacre à la revente. C'est assez intéressant parce que c'est dans la continuité de l'existence des professionnels de l'immobilier. Et on va toujours plus loin et on va jusqu'à l'usage parce que finalement, ça permet une rotation rapide de son patrimoine immobilier, de son bien. Et c'est ce qu'on recherche et c'est dans cet accompagnement. Et c'est pour ça qu'effectivement, chez Digiterra et dans nos réseaux, on parle de multiservices. Merci. Merci Olivier. Simon, alors vous, pour le coup, on vous présente souvent à tort comme un nouvel acteur low cost. Vous êtes un acteur qui est, on va dire, né
de cette révolution digitale. Vous n'aurez pas pu exister à l'heure du Minitel, quoique. Mais vous, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que dans votre modèle, alors que vous êtes présenté comme un acteur disruptif du marché, vous m'avez dit que vos agents sont forcément en CDI, Ouais. ce qui peut paraître comme étant un peu ancien monde, là encore, parce que vous avez envie de les fidéliser tout au long de leur carrière et faire en sorte justement qu'ils puissent s'inscrire dans la durée chez vous. Ouais, alors peut-être juste avant de répondre à ta question directement, je pense que c'est intéressant qu'on puisse parler de pourquoi est-ce qu'on a finalement monté une nouvelle agence, hein, puisqu'il y a déjà pléthore de solutions sur le marché. Et puis après, je répondrai évidemment directement à ta question. Donc le premier point, moi j'ai 31 ans. On a créé Proprio avec mon associé Henri il y a un peu moins de 3 ans, hein, donc finalement c'est extrêmement récent. Et si on a créé Proprio, c'est d'abord parce qu'on ne trouvait pas, nous, de solutions pour acheter un appartement. Alors on cherchait chacun de notre côté avec nos femmes respectives, on ne trouvait pas de solution qui nous plaisait pour acheter un appartement. Voilà, c'est le point de départ de notre réflexion. Donc le point de départ, c'est pas simplement le prix. C'est pas simplement le fait de dire c'est une start-up, c'est pas simplement le fait de dire c'est low cost ou c'est très cher ou peu importe, c'est juste de dire est-ce que les solutions qui existent nous conviennent, nous parlent, etc. Bon, la réponse c'était plutôt non. Et du coup, on a créé Proprio sur une idée très simple, c'est de dire on a envie de repenser le métier d'agent immobilier et pas du tout de le supprimer ou autre. Et de proposer, de créer, de déployer le service et l'expérience qui soit la plus incroyable possible quand on vend un appartement ou qu'on achète un appartement. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Après, je dirais qu'en termes d'innovation et la vision qu'on a du coup pour répondre à ta question sur le modèle, effectivement, nous, on en est arrivé rapidement à l'idée de salarier l'intégralité de nos agents pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un peu plus de 100 000 personnes qui font ce métier en France. Il y en a qui sont très heureux, extrêmement performants, que ce soit avec des modèles de franchise ou de mandataires. Nous, on avait plutôt envie de créer une offre qui soit sécurisante, qui soit agréable pour les personnes qui travaillent en tant qu'agents immobiliers, pour qu'ils puissent se développer dans un cadre un peu sécurisant. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'était de dire, si l'ambition et le challenge, c'est de créer le meilleur service possible, il faut qu'on soit capable, à minima, de l'encadrer au quotidien. L'ambition de Proprio, c'est pas d'avoir simplement une agence immobilière, parce que ça, il y en a déjà, c'est de créer le même service. D'être capable de répéter, de répliquer plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois par jour, s'il le faut, les mêmes opérations, et le faire à chaque fois très très bien. Et pour ça, le salariat nous semblait être la meilleure solution, ce qui est potentiellement plus compliqué avec des modèles de franchise et de mandataire. La deuxième innovation, entre guillemets, qu'on propose, qui est encore une fois, là pour le coup, pas encore technologique, mais qui est humaine, c'est plutôt de dire, en fait, chez nous, les agents immobiliers ne travaillent jamais seuls. Ils ont toujours un binôme. Chez nous, ça s'appelle un chargé d'opération. C'est une équipe, en fait, qui va travailler en amont de la prise de mandat pour préparer le dossier. Et puis ensuite, une fois que le client, le particulier nous a fait confiance, le chargé d'opération va travailler en binôme avec l'agent pour vendre l'appartement, pour garantir un super bon niveau de réactivité et une veille permanente sur le marché pour être capable de mettre en place les meilleures solutions, les meilleures actions pour vendre l'appartement. Et puis le dernier point, c'est vrai, on est connu pour ça, 30% de nos effectifs, c'est des ingénieurs. On fait de la technologie, on est ravis de le faire, mais on le fait à chaque fois, non pas pour remplacer l'agent immobilier, mais pour, entre guillemets, l'augmenter, c'est-à-dire lui faciliter la vie, l'accélérer, le rendre plus performant. Donc on va tout simplement développer des technologies pour les agents, pour leur permettre d'avoir un maximum de data, d'être le plus réactif, d'organiser leur temps du mieux possible, d'être capable de produire factuellement les annonces, les meilleures photos, d'être capable de les diffuser le plus rapidement possible, de toucher les personnes qui sont potentiellement les plus intéressantes par les appartements qu'ils ont à vendre. Et puis de l'autre côté, on développe aussi de la technologie pour les particuliers, pour le client entre guillemets final, les gens qui vendent leur appartement avec Proprio. On va leur mettre à disposition des outils de transparence
parce que nous, on parle à des gens qui sont habitués, pour ne pas les citer, pardon, mais qui passent par des Deliveroo. Quand on commande un plat, on est capable de voir intégralement le trajet que va faire la personne qui vous livre à manger. Quand on prend un Uber, c'est pareil. Quand on prend un colis et qu'on commande un colis sur Amazon, on est capable de tracer exactement tout ce qui se passe. Ben, nous, c'est la même chose. On met à disposition de nos utilisateurs un compte en ligne avec un maximum de data pour que nos clients puissent suivre spécifiquement ce que vont proposer nos agents, c'est-à-dire factuellement regarder, l'annonce elle a été diffusée sur tel site, il y a eu tant de clics, il y a eu tant d'appels, etc. Et faire la même chose sur la partie visite. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces choses qui fait qu'à la fin, on essaye d'être nouveau et un petit peu innovant. Pardon, j'ai dépassé un peu le temps. C'est pas grave, chacun de vos collègues, vous avez laissé au moins une minute d'avance. Je vais repasser sur une question donc, qui sera globale. Donc là, vous l'attrapez au vol, si j'ose dire. On a vu qu'il y a l'importance du service, il y a l'importance du contact. Moi, j'avais lu une statistique qui disait que plus de 70% des transactions immobilières, toutes transactions confondues, commençaient par le web. 97% commencent sur le web. Il y a quelque part, dans votre profession aussi, une peur quelque part de devenir le prochain Kodak ou le prochain Thomas Cook, c'est-à-dire d'avoir été hégémonique pendant des années, de disparaître du jour au lendemain. Moi, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est que chacun, vous me donniez les 2 ou 3 conditions qui rendront indispensable justement votre métier demain. À quelles conditions votre métier pourra justement survivre face à cette révolution-là, face aux outils digitaux, face aux nouveaux acteurs, ou alors, à contrario, Simon, à quelles conditions les nouveaux acteurs pourront devenir monopolistiques sur ce marché-là? Alors, je réponds volontiers à cette question. En tous les cas, je donne mon éclairage sur le sujet. Déjà, je voudrais préciser que j'adore la technologie. J'ai été moi-même créateur et dirigeant d'une entreprise informatique de société de services et d'édition de logiciels pendant plus de 18 ans. Donc, je suis convaincu de tout ce que peut apporter la technologie, les logiciels et toutes les solutions, je dirais, modernes et techniques. Maintenant, je suis également convaincu que ça ne viendra absolument pas remplacer notre beau métier. Pourquoi ? Parce qu'une acquisition immobilière, c'est ce que le commun des mortels, la famille, fait de plus important dans sa vie comme investissement. Et il y aura toujours besoin, j'en suis intimement convaincu, d'une relation humaine. Maintenant, l'expérience client devra être encore meilleure demain et après-demain et dans le futur. Donc la technologie aidera nos agents à délivrer cette expérience client, à être plus performants, plus rapides, plus précis, plus détaillés, pour donner un service et du conseil, parce qu'on parlera de conseil de plus en plus avisé, mais la technologie ne remplacera pas des agents. En tous les cas, j'en suis intimement convaincu, même si je viens moi-même de la technologie. Olivier ? Oui, alors déjà, je suis bien sûr tout à fait d'accord. On parle souvent de phygital, on est physique et digital. Le digital est au service de l'homme et au service du client. Et ce n'est pas l'inverse, sinon, en général, on ne réussit pas. Moi, pour l'anecdote, j'ai 20 ans de jeux vidéo, 2 de plus que toi. Et dans le jeu vidéo, ça va très très vite et c'est la techno pour la techno. Mais si le jeu ne satisfait pas le gameplay du client final, on fait 0 et on a cramé 50 millions de dollars pour développer le jeu. Donc c'est intéressant. Je pense que sur la technologie, quand j'ai écouté chacun des intervenants, on sera toujours aligné. Il n'y a pas la techno en soi. D'ailleurs, même Simon ne se présente pas comme un peu player puisqu'il parle d'agent. Donc s'il parle d'argent aussi, mais il n'ose pas en parler d'ailleurs. Mais d'agent, s'il parle d'agent, c'est bien parce qu'on reste avec un rôle humain. Parce qu'on parle aussi human to human, pour ceux qui suivent un peu les tendances. C'est de l'humain avec de l'humain. C'est bien la preuve qu'un professionnel sert un particulier. Et la techno, elle vient augmenter la capacité, donc la performance du conseiller à réussir, soit pour gagner plus, parce qu'il faut être très clair, soit pour travailler moins, et dans tous les cas, pour mieux servir le client final. Si on conserve cette route et cet objectif, cette vision, je pense qu'il n'y aura pas de confrontation entre technologie et immobilier humain, mais bien une aptitude renforcée pour accompagner et imposer quelque part ce service au client final parce qu'il sera justifié. Et c'est ça le leitmotiv. Et pour ça, il y a la techno, il y a la formation. On a d'autres questions qui suivront, mais tout tourne autour de ça. C'est renforcer l'aptitude de l'homme pour servir l'homme. Merci. Stéphane ? Oui, je vais un peu aller sur les mêmes plates-bandes que mes excellents confrères. Je crois que le digital, c'est un outil. Il faut qu'il reste un outil.
On ne parle pas de la voiture du négociateur immobilier, ni de la trottinette pour ceux qui se déplacent aujourd'hui. On va parler de l'homme et de l'humain. Notre obligation comme entreprise aujourd'hui, c'est d'amener des femmes et des hommes à ce métier et surtout de les laisser, de les installer aussi dans ce métier. C'est-à-dire qu'on voit, au travers des expériences de reprise que l'on a, que parfois nos métiers sont aussi des usines à casser de l'humain. C'est-à-dire que l'immobilier fait rêver. Donc on voit beaucoup de personnes venir. Combien de fois en recrutement on a vu, j'ai toujours été attiré par l'immobilier, j'aime la pierre et tout ça. Et on a une vraie obligation morale, si demain on veut vivre, survivre et éventuellement à tout ce qui peut arriver, c'est de former nos collaborateurs, de les installer dans ce métier, de leur donner de la perspective, de l'espoir, parce que quand on s'installe comme mandataire ou comme salarié à 24, 25 ans, 27 ans quand on sort d'études éventuellement, il faut se projeter. Et est-ce qu'aujourd'hui nos entreprises sont capables de dire à un jeune qui a 27 ans, voilà ce que tu seras dans 5 ans, voilà ce que tu seras dans 10 ans. Alors on peut l'accompagner sur un projet financier. On peut lui dire, voilà, aujourd'hui tu vas gagner ça, demain tu gagneras ça, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc je crois que si on veut réussir et si on veut vivre dans ce métier, il faut inscrire nos collaborateurs ou nos mandataires, nos agents, on a tous notre vocable, dans une pérennité, dans un projet de vie, dans un vrai futur. Et pour ça, la formation, on fait tous beaucoup de formations. Christian le disait, tu en fais aussi, Olivier. On est tous inscrits là-dedans, mais c'est pour moi vital, c'est nécessaire. Sinon, on ne survivra pas à ça. Merci. Simon, en moins de 2 minutes. Pour Je vais être rattraper super le temps que rapide. vous avez pris avant. Je vais être super rapide. Non, moi je suis 1000 fois d'accord avec toi. Je dirais que pour résumer, nous on a un enjeu sur l'humain qui est très fort parce qu'on a beaucoup moins d'expérience que vous trois dans ce domaine-là. Pour moi, la technologie, encore une fois, effectivement, c'est en support de l'agent. C'est surtout pour le service. C'est être capable, nous, ce qu'on vise, c'est l'excellence opérationnelle. Et la technologie, elle peut aider, améliorer, optimiser cette recherche d'excellence opérationnelle, mais elle ne remplacera jamais l'expertise qu'un agent, qu'un humain peut avoir en ce qui concerne des sujets d'immobilier, des sujets légaux, des sujets fiscaux, etc. Ça ne remplacera jamais. Voilà. J'ai été beaucoup plus court, c'est bon ? Parfait, merci. Je vais vous poser une autre question. Donc, il y a énormément d'initiatives technologiques qui existent. On n'a pas fait le tour, mais vous pouvez le voir sur le salon. On va parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle, on va parler de blockchain, etc. etc. Est-ce que pour vous, du coup, l'agent de demain, le mandataire de demain, la personne qui sera en contact en immobilier demain, est-ce que ce sera une personne qui devra maîtriser à 100% les outils et donc du coup sera un technicien numérique, ou à contrario, c'est quelqu'un qui devra justement être parfaitement complémentaire de toutes ces technologies-là et donc pouvoir faire tout ce que ne fait pas la technologie. Ça va être plutôt les côtés empathiques et le côté rassurer le client. Donc plutôt un commercial ou un technicien, l'agent de demain. Alors, si je peux donner mon point de vue là-dessus, c'est certainement les deux et beaucoup plus. Voilà, les deux et beaucoup plus. Il y a une nécessité également psychologique, une dimension psychologique autour de notre métier, d'écoute du client, de compréhension, d'accompagnement, de le mettre en confiance. Un commercial ne met peut-être pas forcément en confiance, la technologie ne met peut-être pas forcément en confiance. Par contre, un agent complet, capable d'écouter, de comprendre, de proposer, d'accompagner, de conseiller, lui gagnera en final la confiance du client pour qu'en final il puisse s'engager. Donc tout ça, ça me fait dire en conclusion que, et je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle, il n'y a pas que des agents immobiliers, aussi des négociateurs et des agents. Vous faites un fantastique métier et ce métier a beaucoup d'avenir. Et il deviendra de plus en plus important. Et moi, j'ai la conviction que les quelques critiques qu'on a fait à notre métier ces dernières décennies, petit à petit, vont s'évaporer. Et notre métier va retrouver des lettres de noblesse qu'il n'aurait jamais dû perdre. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup, ce métier. Stéphane, on peut l'applaudir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Christian, parce que c'est vrai que c'est un métier que je fais depuis moi aussi de très nombreuses années. C'est le côté papa. Et je l'aime, ce métier. Je voudrais juste se souvenir, en 1972, se crée en France, à Créteil, le premier restaurant McDonald's. D'accord ? Donc je me suis projeté tout à l'heure en venant, en me disant, et si cette table ronde avait existé il y a plus de 45 ans, réunissant des grands chefs de cuisine
des Bocuse et autres, et puis M. Dayan qui avait créé le premier restaurant McDonald's, et qu'on soit posé la même question. Est-ce que finalement, il y a un modèle qui va emporter sur un autre modèle? Est-ce que dans 40 ans, dans 20 ans, on mangera tous des bouts de steak hachés entre deux morceaux de pain? Est-ce que c'est ça la solution? Bien, on le voit aujourd'hui, tous les modèles existent, même des modèles qui n'existaient pas il y a 40 ans. On mange des choses qu'on n'imaginait pas manger. Et bien, je crois que notre métier, qui est un très beau métier, eh bien, on est en train de commencer à l'imaginer et qui va évoluer, et il va évoluer grâce à nos clients et grâce à nos collaborateurs. Voilà. Merci. Simon, on va changer l'ordre. Nous, on a je pense que c'est une bonne question. Alors, il ne faut pas confondre. Je pense qu'il y a un. Bravo. D'ailleurs, non. Je pense qu'il ne faut pas confondre on ne pourra jamais demander à un agent immobilier de faire le travail d'un ingénieur et vice versa. Et tant mieux. Franchement, tant mieux. Nous, chez nous, on est une petite centaine. Ça se passe très bien, mais justement parce que les gens, ils font des métiers différents. C'est plutôt un sujet pour moi de formation. Nous, on a des gens chez nous qui viennent et qui ont 12, 13, 14 ans, 15 ans d'expérience dans l'immobilier sur le terrain. Ils arrivent dans une boîte où la moyenne d'âge est de 25 ans. Le sujet, c'est plutôt de comment on se forme, comment est-ce qu'on sait utiliser les outils, comment est-ce qu'on est à l'aise en clientèle. Et il ne faut surtout pas que ce soit un frein. Donc, pour répondre à ta question, l'un ne remplacera pas l'autre, et tant mieux. En revanche, c'est un vrai sujet de formation. Et ça, c'est nous, en tant qu'agence, que réseau, opérateur de transactions, qui devons être très forts là-dessus, quoi. Merci. Olivier? Oui, alors moi je reviendrai, ce sera un partenaire, ce conseiller, qu'il soit agent mandataire, peu importe sa structure juridique, il sera un partenaire. Et pour être un partenaire, dans le cycle de vie de la relation client, il y a des moments où il est plutôt tech, parce qu'il faut qu'il trouve des clients, il faut qu'il mette ses biens en valeur. Il y a un autre moment où il sera plutôt très humain, parce qu'il y a le projet de vie, l'écoute, la définition des attentes de son client, qu'il soit acheteur ou vendeur. Puis il y a d'autres moments, ça sera le roi du web parce qu'il aura d'autres, ou de la gestion de la data. Mais surtout, celui qui sera gagnant, c'est celui qui ne se positionnera pas effectivement comme un ingénieur, mais comme un utilisateur. On parle beaucoup du UX, de facilité, d'utilisation des outils. Les outils, s'ils vous entravent, ils apportent strictement rien. Donc, à certains moments, il sera technique. Et d'ailleurs, on parle tout de suite de technicité IT, mais la loi Allure, c'est technique. Évaluer un bien, c'est technique. Il y a beaucoup d'éléments techniques dans cette profession. Le fait est que le client final, ce n'est pas son sujet. Ça, c'est les fondations pour amener la bonne qualité de service et réussir le projet immobilier qui est en fait un projet de vie pour le client final. Et donc, tous les outils sont bons. Et donc, la connaissance, la compétence qui permettent le discernement et donc le bon accompagnement et la réussite du projet de vie du client final. Et je crois que plus la techno et plus la profession est compliquée, plus le conseiller devra être formé et devra quelque part dompter ces outils. Mais l'un donnera 90% d'importance j'en sais rien, au web, d'autres à l'évaluation, d'autres à un autre outil. Et c'est ce panachage qui fait que de toute façon, les clients ne sont pas les mêmes, les produits ne sont pas les mêmes et les acteurs ne sont pas les mêmes. Mais notre capacité, c'est de monter l'intégralité de ces talents que l'on recrute en compétences pour réaliser le meilleur soutien et le meilleur partnership avec le client final. Et je finirai sur une note. Aux États-Unis, en général, le vendeur est accompagné d'un professionnel et l'acquéreur est accompagné d'un professionnel. C'est intéressant. Tout le monde sait qu'ici, en France, les mandats de recherche progressent énormément. Mais il s'avère que le jour où on aura deux professionnels qui seront en relation pour représenter deux particulier, c'est que la profession elle aura fait encore un pas immense vers cet accompagnement et cette reconnaissance de cette valeur ajoutée dans le monde de l'immobilier et dans l'accompagnement des clients français. Et je crois que ça sera la preuve qu'on aura tous réussi. Merci. Alors, pour finir sur une très bonne note et pour recouper avec l'excellente intervention de Vincent, on va parler d'argent. Moi, j'aimerais savoir en 3 mots, quel sera du coup l'acte de rémunération pour vos agents, toujours dans cette optique d'attirer et de fidéliser les meilleurs des meilleurs. Comment est-ce qu'on rémunérera justement ces personnels demain, qu'ils soient techniciens, commerciaux, formés, etc. Est-ce que ce sera toujours en fixe? Est-ce que ce sera toujours... on peut imaginer qu'ils soient tous salariés avec un fixe, que ce sera du variable ou que sais-je?
qui se lance? Là-dessus, il y a tout de suite moins de... Simon, allez. Nous, on a un modèle de rémunération. Donc, effectivement, on offre donc des CDI. Il y a bien sûr une partie de variable qui est forte, parce qu'on parle du métier, mais c'est aussi un métier de performance commerciale, il ne faut pas l'oublier, donc c'est normal. En revanche, nous, on ajoute d'autres incentives qui sont liés à deux choses. La première chose, c'est la satisfaction du client final. Et ça, c'est un élément qui, pour nous, est hyper important. À la fin, quand un client fait une déclaration publique, entre guillemets, sur Internet, en disant voilà, j'ai bossé avec un tel chez Proprio et c'était super parce que bah, ça veut dire que le service a vraiment bien été réalisé. Et puis aussi, j'en reviens à mon histoire d'excellence opérationnelle, parce que je pense que l'enjeu qu'on a en tant qu'agent immobilier, c'est de répondre à ce besoin-là. C'est aussi de rewarder, pardon pour cet anglicisme, les agents qui sont hyper réactifs, parce qu'au final, c'est ça aussi que les propriétaires attendent, qu'on ait vendu l'appartement ou pas d'ailleurs. Juste avoir une réponse rapide, c'est ce qu'on demande. Donc voilà, je dirais incentive business et aussi qualitatif sur la qualité du service. Olivier? Oui, alors je réagirai en premier sur la qualité. Nous, tous nos conseillers sont évalués par leurs clients. Donc on passe par un tiers, avis vérifié, qui donne des notations aux conseillers. Donc ça, c'est déjà un premier gage, parce que la rémunération, derrière, à nouveau, hein, vous l'avez compris, elle va avec le service délivré. J'ai aucun doute là-dessus. Ensuite, qu'il soit variable ou fixe, de toute façon, même dans les business commerciaux où il y a une part de fixe, elle est plutôt très faible versus le variable. Donc c'est une rémunération directement à la performance parce que c'est le salaire, ou de toute façon elle a la performance parce que c'est un business de recommandation. Donc quoi qu'il en soit, c'est l'excellence qui payera. Et ensuite, il y a un deuxième niveau, me semble-t-il, c'est est-ce que ce sera un forfait, un pourcentage du montant du bien, ou un forfait fixe. Et là, à nouveau, le client final, il fait les deux calculs, et suivant sa tendance, il va choisir l'un ou l'autre parce qu'il va raisonner en coût fixe, parce que ça représente 3 SMIC ou 4 SMIC ou 10 SMIC, ou en variable parce qu'il est plus à l'aise avec l'un ou l'autre. Mais je ne crois pas que ce soit le sujet. Je crois que le sujet, c'est comment fait-on pour garder une haute valeur ajoutée, pour avoir une belle rémunération et un très bel engagement pour le client final. Et c'est cette équation qu'on doit garder à l'œil, et c'est ce qu'on doit aussi protéger pour conserver une autre hauteur d'exécution. Et on le sait tous ici, un mandat simple est moins travaillé qu'un mandat exclusif, parce qu'il est mieux rémunéré. Il n'y a pas d'autre motif. Donc voilà, donc ça c'est à nouveau drivé par la qualité. Et effectivement, plus on avancera, plus le client final sera renseigné par ses pairs, plutôt que parce que nous on veut lui vendre. Donc c'est le marché qui fait le marché, et c'est le marché qui décidera combien on est prêt pour rémunérer, sauf si le législateur décide de nous fixer des barèmes et qu'on n'a pas le choix. Mais ça, on n'en est pas encore là. Merci. Stéphane? Alors nous, on est sur un système de salariés, hein, sur la structure Pure Citia. Donc effectivement, nos collaborateurs ont des variables et donc ça bougera peut-être, ça évoluera certainement si le marché évolue. Je crois que ce qui fait la grande différence et ce qui fera la grande différence, c'est le talent des managers qui sauront créer de l'émulation, qui sauront donner de l'envie dans leurs équipes, alors soit à travers du qualitatif, soit parfois, c'est souvent la tentation du quantitatif encore, et créer le commercial dans son âme pure. Il y a la rémunération, mais c'est un chasseur. Il a envie de gagner, il a un instinct grégaire, il a quelque chose qui le pousse à vouloir mieux, plus, être le premier, grimper. C'est ça un commercial. Sinon, il ferait un autre métier. Et je crois que tout le talent de nos managers, de vous, de nous, c'est justement d'aller chercher la meilleure chose, la meilleure touche pour aller donner envie à nos collaborateurs de se donner plus. Et donc, pas simplement sur du quantitatif, comme je le disais, mais sur du qualitatif, c'est-à-dire comment je vais aller satisfaire mon client et est-ce que je vais être challengé là-dessus, est-ce que je vais gagner un voyage, une paire de Louboutins, que sais-je.
Ça, c'est l'outil. Mais il faut qu'on se fixe en tant que manager des objectifs, qu'on les donne à nos collaborateurs et que surtout on les anime. Beaucoup trop, on le voit dans nos rachats, beaucoup d'entreprises, beaucoup trop de cabinets ne sont pas animés sur le métier de la transaction. On considère que mettre juste un négociateur et lui dire, bah voilà, vas-y, et puis je te paierai, ça suffit. C'est mort, ça. Ça, c'est mort. On a un vrai rôle et c'est nous qui sommes la clé de ce truc. Il faut animer nos collaborateurs. Merci. Christian? Alors, moi, je répondrai à deux niveaux. Déjà, je répondrai la rémunération pour le market center, pour l'agence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la conviction que nous faisons un beau métier, que nous délivrons des bons services qui vont même s'améliorer dans le temps. Donc, je défendrai toujours une rémunération pour le market center ou pour l'agence immobilière assez conséquente. Parce que quand on commence à discompter ces services, c'est que quelque part, on n'y croit plus beaucoup. Et ça ne va pas dans le sens de l'histoire, en tous les cas de l'histoire que j'aimerais vivre. Ensuite, au niveau des agents, des négociateurs, chez Keller Williams, nous avons opté pour une rémunération juste et équilibrée. Donc je m'explique très rapidement. Quand je reçois des gros producteurs qui veulent nous rejoindre et qui me racontent qu'ils doivent partager le fruit de leur vente, quelle que soit leur production, quelquefois, ils sont un peu dans la frustration parce qu'il y en a certains qui ont des très très hauts résultats de production annuelle et ça leur fait redonner beaucoup d'argent à leur agence. Donc chez nous, pourquoi juste et équilibré? On a un petit peu inversé les choses. Nous avons chez Keller Williams des entrepreneurs, donc pas des rêveurs non plus. Donc un entrepreneur a compris que pour que le market center existe, pour que ces grands locaux, ces équipements, ces formations, etc. puissent exister, il faut quand même le financer. Donc, ils vont participer au financement de tous ces services, mais jusqu'à ce qu'on appelle un cap, c'est-à-dire un niveau de production annuel au-delà duquel ils toucheront 100% des honoraires. Donc, en conclusion, la rémunération, ou du moins la participation de nos agents, est juste, équilibrée et limitée, parce que ce n'est pas leur problème, parce qu'ils sont gros producteurs, de financer la totalité du market center. Voilà. Donc, juste, équilibré et limité. Merci, messieurs. Donc, si je devais résumer concrètement l'avenir de la profession, c'est quelque part, le professionnel restera un humain, accompagné de la technologie, qui accompagnera le client vers l'achat d'émotions, et tout en évoluant justement dans des secteurs et dans des structures multiservices pour permettre de couvrir de A à Z des structures multiservices, qu'elles soient physiques ou digitales, pour couvrir de A à Z justement les besoins de ses clients. Il nous reste 3-4 petites minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des frustrations ou des remarques? On va faire tourner un micro. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Voilà. Je savais que ça allait arriver vite. Bonjour, merci à tous les cinq. On a parlé beaucoup de transactions, mais nos métiers d'immobilier, c'est également de la location, de la gestion. Et moi, j'aimerais savoir autour de la table quels sont les acteurs qui font de la location, de la gestion et qui font en fait tout le métier de syndic également. Voilà. En 10 secondes chacun. Là, je crois que j'ai un léger avantage. Nous sommes multiservices, nous faisons tous ces métiers et dans tous ces métiers, il y a un élément commun, c'est le client. D'accord? L'acte de commerce, quand on est gestionnaire de copropriété, je dis souvent que nos gestionnaires de copropriété, ce sont nos meilleurs commerciaux. Parce que tous les soirs, en Assemblée Générale, ils défendent la marque. Tous les soirs, ils défendent l'entreprise. Et ça s'inscrit bien dans le chaînage. C'est-à-dire que si la copropriété, ça se passe bien, si la gestion, ça se passe bien, la transaction est un outil. Et le bon gestionnaire, il sera prescripteur pour le transactionnaire. Et le bon transactionnaire, il ramènera des clients en gestion. Chez nous, en tout cas, nos négociateurs transactions, ils ont le droit de toucher au portefeuille gestion à condition qu'ils en ramènent un peu, pas qu'ils pillent le portefeuille. Moi, je vais juste compléter la question. Du coup, 3 autres acteurs, vous ne faites pas de gestion. Et du coup, est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous considérez que c'est une valeur ajoutée en plus d'être spécifique et spécialisé seulement et uniquement sur de la transaction? Non, nous faisons également de la location et de la gestion, mais je pense que mon voisin a quelque chose à dire. Non, oui, effectivement, nous accompagnons les clients sur tous les actes. Je le disais tout à l'heure, c'est la verticalité. Donc oui, nous faisons de la location et de la gestion. Parce que quand on a un client, et vous avez compris notre concept, c'est qu'on l'accompagne de A à Z dans ses projets immobiliers. S'il investit dans le neuf et veut louer, donc on en fait tous. Et en fait, la clé, c'est de former ces conseillers à être capables
d'accompagner le client final, même s'il se spécialise aussi, parce que plus on est spécialisé, plus on est performant. Et location-gestion, c'est surtout du back-office, comme vous le savez. Donc il y a une technicité qui est plutôt de back-office versus front. Donc c'est tout à fait complémentaire. On va prendre une autre question, peut-être Est-ce dans que la salle. quelqu'un d'autre a une question dans la salle? Une question une fois. Pas de question deux fois. Pas de question trois fois. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup.